Franck de Eastwood, Chauvel, Houston Swing Engine et Satan, batteur donc. Alors avec Eastwood, on s'est rencontrés en 1993, pour vous, chers amis français. C'était à la base François, Nico et Patrick, le bassiste, c'était des skateurs. Et puis ils avaient envie de monter un groupe et ils venaient me voir moi en concert avec un autre groupe que j'avais. Moi c'était mon tout premier groupe. À l'époque on écoutait les Beastie Boys, Rage Against the Machine, ce genre de trucs. François écoutait beaucoup de New York Hardcore. Enfin en tout cas moi dans mon groupe on essayait de faire des trucs un peu à la Red Hot comme ça. Et François est venu me voir une fois après un concert. Il m'a dit ouais, ça te dirait pas de venir essayer de faire de la batterie avec notre groupe, parce que notre batteur, ils avaient un autre batteur à l'époque, il est pas très bon. Est-ce que tu pourrais lui apprendre un peu à jouer quoi? Et puis j'ai été à une répète, je me suis installé derrière la batterie et puis en fait ça a collé tout de suite. Et le pauvre premier batteur a dû partir. On faisait des trucs très simples, c'était vraiment un mélange entre du hardcore, des trucs un peu plus avec un phrasé rap. C'était vraiment un petit peu les débuts de cette scène de fusion qu'il y avait au début des années 90. Et voilà quoi, et ça a tout de suite bien fonctionné. On a commencé à faire des concerts autour de chez nous, en Valais, en Suisse. Et après on a commencé à sortir, à aller à Lausanne. Et puis surtout on a été enregistré notre premier EP chez un mec qui s'appelait David Weber à Genève, et il nous a fait un très très gros son pour l'époque, parce que pour l'époque c'était pas hyper facile d'avoir des gros sons. Et donc on sort ce truc et puis direct plein d'opportunités. Il y a une structure qui s'appelait Noise Product à Genève qui nous a pris en charge. Et puis voilà, on a commencé à enchaîner les concerts, on commençait à jouer un petit peu en France. On a fait des festivals, on avait joué au Paléo à l'époque, en première partie de Skunk Anansi, on avait fait un très très gros concert là. Et l'aventure a duré de 1993 à 1996. La scène suisse du milieu des années 90, c'était, il n'y avait pas grand chose. Il y avait pas mal de hard rock, vers la fin des années 80, et c'était vraiment une scène qui était en développement, parce que il y avait peu de structures en Suisse, peu de studios dans lesquels on pouvait avoir des bons sons. Et en fait, ce qu'il fallait faire, si on voulait avoir des bons enregistrements, il fallait aller à l'étranger, quoi. Alors il y a nos potes de Favez, de Lausanne, qui étaient partis enregistrer à New York. Nous, on était partis avec Chauvel en Suède. C'était assez difficile. Il y avait quelques studios, comme le studio de David Weber à Genève, où on pouvait avoir des gros sons, mais il n'y avait pas grand-chose en Suisse. Et puis c'était une scène qui était très underground. Et beaucoup de groupes faisaient des choses très personnelles, c'est-à-dire que ça ressemblait pas à grand-chose. Il y avait un son un peu suisse comme ça. Et puis les groupes dont on se souvient sont tous toujours assez radicaux. Je pense à des groupes comme Knut. Enfin voilà, il y avait des influences assez évidentes, mais c'était une scène qui était vraiment en développement. Maintenant, elle s'est développée à mort. Il y a une pétée de groupes suisses qui s'exportent aussi. Enfin voilà, la musique a changé en général. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, donc il fallait un petit peu se démerder. Comment est né Chauvel et quelles étaient vos influences? Eh bien, à la fin de Eastwood, en fait, le chanteur et le bassiste, eux, ils en avaient un petit peu marre parce qu'ils faisaient ça. Ils avaient décidé de faire ça pour se marrer, et puis ça a commencé à devenir un peu trop sérieux pour eux. Puis ils nous ont dit qu'ils avaient envie d'arrêter le groupe, ce qu'on a tout à fait compris. Mais nous, on avait quand même envie de continuer à faire de la musique parce qu'on adorait ça. Et donc on est resté François, Paul, le guitariste, et moi-même. On s'est mis en quête d'un bassiste qu'on a trouvé, qui s'appelait Diego, qui joue d'ailleurs maintenant dans un groupe qui s'appelle Ventura.
Et on a passé des petites annonces pour avoir un chanteur. Et puis on voulait pas quelqu'un qui rappe, on voulait quelqu'un qui chante. Et on est tombé sur Francisco, un mec de Genève. Et il prenait le train pour nous voir parce qu'on répétait en Valais encore, ce qui est assez loin de Genève. Il y a quand même 1h30, 2 heures de train. Mais il venait au répète quand même 3 fois par semaine. Respect à lui. Et puis là, c'était une sorte de continuité un peu de Eastwood, mais on avait des influences un peu plus mélodiques qui arrivaient. Et c'était ça vraiment la différence avec Eastwood. On est parti, on a pris l'avion pour aller à Stockholm et ensuite l'ingénieur du son, Danne Bergstrand, est venu nous chercher en voiture, nous a mis dans un petit appartement et le lendemain matin, on était en studio avec lui, on le connaissait pas et on savait que c'était c'était par l'entremise de notre label de l'époque, Ed Strong, qui nous avait dit allez travailler avec lui. Il a travaillé sur le premier album de Meshuggah. Et nous, on connaissait pas trop Meshuggah, et puis on s'est dit pourquoi pas, parce que la Suède est réputée pour avoir un bon son et tout. Puis c'est quand même un producteur. Il était tout jeune, mais il avait déjà du vécu, et puis c'était une expérience pour nous de partir. Donc on est arrivé dans une petite ville de Suède, une ville étudiante qui s'appelle Uppsala, qui est pas très loin de Stockholm. Puis on s'est installé, puis là-bas en été, c'était je crois au mois de fin juillet, début août. Il fait quasiment pas nuit, c'est-à-dire que, le soleil se couche environ 4 heures, de minuit à 4 heures du matin, quoi. Donc c'était assez étrange comme expérience. Moi, je me souviens de mes parties batterie. On a travaillé pendant 3 jours, mais non-stop comme des malades, à recommencer. C'était quelqu'un qui avait pas l'air comme ça, Danne Bergstrand, mais c'était quelqu'un qui était très rigoureux. Il était hyper cool, hyper drôle, un peu hippie comme ça, les longs dreadlocks rousses. Et c'était vraiment quelqu'un de très drôle, mais c'était un bosseur. Et puis on a fait ces parties batterie. Après ils ont enchaîné avec les guitares, la basse. Puis en fait on a passé 3 semaines là-bas. C'était un peu comme des vacances, mais assez étrange, parce qu'on allait au studio, on avait un petit peu de jeux vidéo là-bas. Puis ça prenait du temps, quoi, parce qu'ils étaient très pointilleux. C'était à l'époque où on mettait beaucoup de couches de guitare. Il y avait 4 couches de guitare, beaucoup d'overdub. Et en fait, Francisco, notre chanteur, il n'avait pas eu le temps il avait commencé ses voix, mais en fait, on avait passé les 3 semaines. Et puis en fait, il a dû revenir quelques mois plus tard pour terminer ses sessions de voix. Mais il a travaillé. Et au final, c'était un bon souvenir. C'était assez étrange, quoi. Nous, on a toujours envie que ça se passe plus vite, hein, les enregistrements studio, mais ça a pris du temps. Mais au final, quand on a reçu le premier mix, on était sur le cul, parce que ça sonnait gigantesque, et puis c'était pas exactement ce qu'on voulait avoir, mais on était très très content du travail de Daniel. Et d'ailleurs, Daniel nous avait avoué qu'il adorait ce qu'on faisait, mais pour lui, travailler un groupe suisse, c'était peut-être la porte pour travailler avec un groupe suisse qu'il adorait, c'était les Young Gods. Et au final, il n'a jamais travaillé avec les Young Gods, mais après, il y a quand même pas mal de groupes français qui l'ont découvert aussi grâce à notre album, et puis grâce aussi surtout, c'est un producteur de métal qui est monstrueux encore maintenant, hein, je veux dire. En tout cas, très très bonne expérience avec Daniel Bergstrand.
4e question. Chauvel commence à faire du bruit en France. Comment avez-vous vécu cette période? C'est une période où on faisait des allers-retours en France du vendredi au dimanche. On a fait ça quasiment pendant 2 ans. Donc on faisait des kilomètres, quoi. On partait le vendredi avec notre petit van pourri sur les routes. On passait la douane, on mangeait des sandwichs triangles. Enfin voilà, le rituel habituel de tournée. Et nous, on nous avait associés à cette scène française new metal. Alors que même s'il y avait quand même quelques influences Deftones, on n'était pas vraiment... on faisait pas vraiment... En tout cas, nous, on n'avait pas l'impression de faire du new metal. Et puis, on faisait souvent des premières parties. Alors ça, c'était cool, parce qu'on jouait devant du monde. On a beaucoup joué avec Massisteria, qui était devenu des amis. On a joué avec cette scène française, WhatsApp, les mots, ces gens. Et les gens étaient toujours un peu... parce que c'était quand même très violent ce qu'on faisait, c'était très sombre. Et puis il y avait moins, des fois, ce côté un petit peu plus festif qu'il peut y avoir dans le new metal. Je pense à des groupes comme Limp Bizkit, par exemple. C'est assez festif, quoi. Et nous, on avait quand même un côté très dark, très sombre. Et finalement, c'est à force de faire ces allers-retours, ces allers-retours France-Suisse tous les week-ends, qu'on a commencé à s'user un peu. Alors on avait beaucoup de plaisir, on faisait ce qu'on aimait, quoi, mais on voyait que c'était pas gagné, quoi. C'est-à-dire que t'as beau passer à nulle part ailleurs, t'as beau avoir des super bons papiers, il faut toujours payer ses factures, et puis c'est pas les cachets qu'on touchait, ni les premières parties qu'on faisait, qui faisaient qu'on aurait peut-être pu vivre de notre musique. On s'est très vite rendu compte qu'on ne pourrait pas vivre de notre musique parce qu'elle était un petit peu trop radicale. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à faire des concerts. Et puis c'est vrai qu'on était plus, j'ai l'impression, un groupe pour les musiciens. C'est-à-dire que les musiciens d'autres groupes appréciaient vraiment notre musique, et puis le public un peu plus large qui venait voir ces groupes nous aimait bien, mais pas plus que ça, quoi. 5e question, The Last to Know, votre dernier titre. Alors ouais, justement, on avait toujours je sais pas si on peut appeler ça un complexe, le complexe du néo-metal. On n'en écoutait pas. On écoutait beaucoup de rock, de rock suédois, de rock anglais. Last to Know, c'était un peu ça, quoi. Nous, on avait vraiment, comme je l'ai dit, on a toujours beaucoup aimé Quicksand, et puis c'était vraiment, si je devais retenir un groupe, Quicksand, c'est les gens, on aspirait à ça, quoi. Et puis The Last to Know, c'était peut-être notre morceau le plus Quicksandesque, avec toute cette montée au milieu. Et puis je pense que, alors on avait peut-être 2-3 autres morceaux, on n'avait pas vraiment travaillé, parce qu'entre-temps on avait changé de bassiste 2 fois d'ailleurs, et les morceaux étaient plus rock de toute façon. Il y aurait eu moins ce côté massif du premier album. Et puis je pense, je sais pas, je saurais pas dire à quoi aurait ressemblé notre 2e album, mais peut-être, je pense que peut-être on avait tout dit avec ce premier album. C'était un gros truc. À le réécouter, moi je le trouve vraiment, il est bien du début à la fin. Je changerais pas grand chose, à part peut-être mon son de caisse claire, mais peut-être qu'on avait tout dit avec ce disque, et puis qu'il n'y avait pas besoin d'en faire un 2e. Alors pourquoi on s'est séparés?
comme je l'ai dit tout à l'heure, la répétition des allers-retours en France, on commençait, on n'était pas vieux, hein, mais on commençait à avoir la fin de vingtaine. Il y avait des gens qui avaient des projets de vie. Et puis voilà, et puis on est en Suisse, il n'y a pas d'aide pour les musiciens, donc il fallait travailler, c'est peut-être essayer de se trouver une carrière ou quelque chose. Donc on avait tous des petits trucs à côté. Et c'est notre chanteur qui nous avait dit, Francisco, qui nous avait dit que lui, là, il voulait pas attaquer le deuxième album tout de suite et qu'il avait besoin de faire une pause d'une année pour faire le point un peu. Et puis, nous, ça nous est chié d'attendre. Et du coup, on s'est dit qu'on arrêtait là et que nous, on continuerait de notre côté. Et là, le noyau s'est un peu éclaté parce que le bassiste Raph est parti faire autre chose. Francisco, le chanteur, lui, il a été vivre sa vie. Et Paul, notre guitariste, lui, il avait envie de faire autre chose. Et puis moi et François, on a d'ailleurs toujours envie de faire de la musique ensemble, vu qu'on en fait toujours ensemble. Donc finalement, on était peut-être un peu usés de ce rythme. Et puis on n'avait plus le même plaisir qu'au début. Et comme je l'ai dit juste avant, je pense qu'on avait peut-être tout dit sur ce premier disque, quoi. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Y a-t-il un espoir de reformation ? Alors, l'an dernier, on a ressorti grâce à Head Records l'album Latitude 60 Degree Low en vinyle. Et on s'est tous retrouvés, pour certains, ça faisait longtemps qu'on s'était plus vus. Moi, j'avais plus vu Francisco peut-être depuis 2008. Le bassiste, je l'avais vu à un concert une fois. Paul, on s'était perdu de vue aussi un petit peu, même s'il habite un petit peu, mais lui, il habite un peu en montagne. Donc on s'est un peu moins vus. Et on s'est tous revus avec un immense plaisir et surtout à réécouter ces morceaux. On était très fiers de ça. Et on était tous assez chauds pour faire un concert, pour fêter ça, quoi. Et en fait, on a demandé à notre chanteur, à Francisco, et lui nous a signifié que c'est pas pour rien qu'il avait arrêté de faire de la musique, parce qu'il n'en a plus jamais refait après, en tout cas pas à ma connaissance, puis qu'il n'avait pas envie de se remettre cette pression, même pour un concert. Et puis on a respecté son choix, mais sinon je pense qu'on l'aurait fait. Alors peut-être ça aurait été plus facile pour François et moi, vu qu'on continue à faire de la musique, mais je crois pas. Je crois que les autres sont au taquet aussi, le bassiste et puis Paul. Et puis Francisco, je pense que ça aurait pu donner quelque chose. Mais c'est pas grave, on s'est vu, on s'est fait une bonne bouffe, on va se revoir encore, et puis voilà, puis on est fiers d'avoir fait ça à cette époque. C'était une aventure qui était assez rapide. C'était une période de nos vies, et je pense qu'on a peut-être fait le meilleur disque de tous nos groupes respectifs, peut-être. Hein, je parle pour moi, en tout cas. À réécouter, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à acheter de ce disque. Et c'était une aventure humaine, quoi. Ça nous a appris plein de trucs. On a accumulé de l'expérience. On a fait plein de concerts. On a joué aux Eurockéennes. On a joué avec des groupes qui nous plaisaient. Enfin, c'était génial, quoi. On a rencontré les gens qui nous plaisaient. Puis, au final, peut-être le truc que je retiendrai, c'est que on était à une époque où on rêvait tous de faire que de la musique, quoi, ce qui est un petit peu le rêve de tous les musiciens. Et on s'est rendu compte que quand ça devient routinier, quand ça devient comme un job, ça perd un petit peu de son intérêt avec la musique, finalement. C'est quelque chose qu'on doit faire pour faire de la musique et pas pour en faire une profession. Enfin voilà, moi j'ai cette impression-là. Quand on a fondé Eastwood tout au début,
voire même motocross, le tout premier groupe. C'était parce qu'on se faisait chier dans notre patelin et puis on avait envie de se retrouver entre potes et puis faire de la musique. Faire de la musique qu'on aime et qu'on n'entendait pas ailleurs. Et puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que il faut faire de la musique parce que c'est cool de faire de la musique. Et qu'est-ce qu'on fait tous maintenant ? Francisco, il a une vie de famille tout à fait normale et tout à fait épanouie, d'après ce qu'il m'a dit. Pareil pour Raph, ils ont tous maintenant, ils ont tous des enfants, des grands-enfants. Paul, lui, vit dans la montagne, est en accord avec ses principes. Lui aussi, il a un gosse, en tout cas, il va super bien, en tout cas, quand je l'ai vu. Et François et moi, on fait des trucs qu'on aime bien, quoi. C'est-à-dire que lui, il est journaliste dans un grand canard ici, journaliste culturel. Moi, je travaille sur une chaîne radio qui s'appelle Couleur 3. On parle de musique, on va dans les festivals, on essaye plein de choses et on continue de se faire plaisir en faisant de la musique avec et ils s'attendent. Tout va très bien pour nous et je pense que c'est un bon mot de la fin.